Le fauteuil en cuir italien de la suite de Damon Castellano coûtait plus cher que la plupart des voitures. Imani Banks l'ignorait lorsqu'elle s'y est effondrée, épuisée, à 2h47 du matin. Elle avait passé 16 heures d'affilée à frotter des sols pour 3 chantiers différents. Elle avait mal aux genoux. Ses mains étaient irritées par la javel. Ses yeux brûlaient d'une fatigue qu'elle ne pouvait plus combattre. Juste 5 minutes, se dit-elle tandis que ses paupières s'alourdissaient. De toute façon, personne ne vient au bureau à une heure aussi tardive. Elle s'était trompée. À 3h15, l'ascenseur privé de Damon Castellano s'ouvrit avec une douce sonnerie qu'Imani n'entendit pas. Sa silhouette d'1m90 pénétra dans l'obscurité de son bureau de direction, éclairée seulement par la silhouette de Chicago qui brillait à travers les baies vitrées. Il alluma la lumière, et là, elle apparut. Une femme. Endormie. Dans son fauteuil. Derrière son bureau. Son chariot de ménage abandonné à côté d'elle, seaux et serpillères éparpillés comme si elle avait perdu tout espoir. Damon serra les dents si fort qu'il en avait mal. Son chef de la sécurité, un ancien marine nommé Burton, apparut à ses côtés. « Monsieur, je vais la faire sortir immédiatement. » « Non. » La voix de Damon était glaciale comme l'hiver en Alaska. « Laissez-la dormir. » Burton cligna des yeux, perplexe. Tous ceux qui travaillaient pour Damon Castellano connaissaient son besoin obsessionnel d'ordre. Par souci de contrôle et d'hygiène. Cet homme portait des gants uniquement pour serrer des mains lors de réunions d'affaires. Son bureau était nettoyé à fond 2 fois par jour. Il avait même licencié un cadre pour avoir laissé une tache de café sur une table de conférence. Et maintenant, il voulait laisser une inconnue, une femme de ménage, dormir dans son espace personnel ? « Monsieur ?» demanda Burton avec précaution. Les yeux sombres de Damon ne quittèrent pas Imani, endormi tandis qu'il décrochait son téléphone. « Donne-moi le numéro de Morrison Cleaning Service. » Le portable personnel du propriétaire. « Oui, je sais quelle heure il est. Je m'en fiche. » 5 minutes. Il raccrocha et continua de veiller sur Imani endormi, l'esprit déjà en train de calculer. Puis il passa un autre coup de fil. « Burton, apporte-moi un bâton. »« Un bâton, monsieur ? » ?»« Une règle. Quelque chose de pointu et de tranchant. Quelque chose de long. » Burton savait qu'il valait mieux ne pas le contredire. « Oui, monsieur. » 2 minutes plus tard, Burton revint avec une longue règle en bois. Damon s'en empara, le visage figé par une froide fureur. « Dehors tout le monde !» ordonna-t-il d'une voix basse et menaçante. « Maintenant !» L'équipe de sécurité échangea des regards perplexes, puis entra dans l'ascenseur sans un mot de plus. Les portes se refermèrent dans un léger chuintement, laissant Damon seul avec l'intrus qui avait osé profaner son sanctuaire. Il enfila lentement une paire de gants de cuir noir, ce qu'il portait lorsque la contamination était inévitable. Ses mouvements étaient précis, contrôlés et terrifiants. Il s'approcha du fauteuil, la règle brandie comme une arme. Imani dormait toujours, ignorant totalement que l'homme le plus puissant de Chicago se tenait au-dessus d'elle, prêt à la réveiller d'une manière qu'elle n'oublierait jamais. Que va faire Damon avec ce bâton ? Et comment une femme de ménage s'est-elle retrouvée endormie dans le bureau d'un milliardaire qui contrôle tout et tous ? Cette histoire vous embarquera dans un voyage inoubliable. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car la suite va vous choquer. Revenons maintenant au point de départ de ce cauchemar. 3 jours plus tôt. L'odeur de désinfectant piquait les narines d'Imani, assise au chevet de sa mère, Mama Loretta. Le bip régulier du moniteur cardiaque était le seul bruit dans la chambre stérile. Mama Loretta était inconsciente depuis 2 jours, son corps trop faible pour lutter contre le cancer qui la rongeait de l'intérieur. Un médecin en blouse bleue entra discrètement. « Mademoiselle Banks ?» Imani se leva. « Oui ? Comment va-t-elle » Le docteur Smith avait l'air bienveillant, mais sérieux. Son état se détériore. Le traitement expérimental fonctionne, mais lentement. Nous devons opérer la tumeur primaire sans tarder, sinon nous risquons de perdre l'opportunité que nous avons créée. Quand ? Dans combien de temps ? D'ici la semaine, mais... Le docteur Smith hésita. Il y a la question du solde restant dû. L'hôpital exige au moins la moitié du coût total d'avance avant de programmer l'opération. La moitié. Imani sentit son cœur se serrer. Combien représente la moitié ? Au moins 140 000 $. 140 000 $. Imani sentit la pièce basculer. Elle gagnait 12 $ de l'heure au restaurant, 15 $ à l'entreprise de nettoyage. Même en travaillant 80 heures par semaine, elle aurait de la chance de gagner 2 000 $ par mois après le loyer et les factures. « Je n'ai pas cet argent », murmura Imani, sa voix à peine audible. « Je comprends. Mais sans l'opération ?
Je suis désolée, mademoiselle Banks. Nous avons besoin de voir des progrès concernant le plan de paiement d'ici la fin de la semaine. Le docteur Barth Smith est parti, et Imani s'est affaissée dans son fauteuil, le poids des 140 000 $ lui écrasant la poitrine. 20 minutes plus tard, Keisha, la meilleure amie d'Imani, la retrouva dans la chapelle de l'hôpital, vide à l'exception d'Imani et d'une dame âgée qui priait en espagnol au premier rang. « Te voilà enfin !» s'exclama Keisha en s'asseyant à côté d'Imani, tenant en équilibre 2 tasses de café d'hôpital imbuvable. « L'infirmière Déborah a dit que vous aviez l'air de vous évanouir. Que s'est-il passé ? 140 000 $. Quoi ? C'est ce qu'il me faut. La moitié des frais d'opération de maman, réglés d'ici la fin de la semaine. » Imani prit le café avec reconnaissance, laissant sa chaleur réchauffer ses mains glacées. « Je gagne environ 2 000 $ par mois. Faites le calcul. » Keisha laissa échapper un léger sifflement. « Jésus. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de se le permettre en ce moment. » Malgré tout, Keisha esquissa un sourire. « Ma pauvre, surtout ne laisse pas sœur Paulette t'entendre parler comme ça. Elle va faire prier toute l'église pour blasphème. » Imani a failli rire, mais un sanglot lui a échappé. Keisha l'a aussitôt prise dans ses bras, et Imani s'est laissée aller à ses larmes. Ce genre de pleurs atroces où l'on a le souffle coupé, le nez qui coule, et où l'on gémit comme une bête blessée. « Je ne peux pas la perdre, Keisha, » haleta Imani entre 2 sanglots. « Elle est tout ce qui me reste. » « Si maman meurt. »« Ta maman ne mourra pas, » dit Keisha d'un ton ferme. « Loretta Banks est la femme la plus forte que je connaisse. Elle a survécu à une enfance difficile dans les quartiers les plus durs de la ville. Elle a survécu en t'élevant seule après le départ de ton père. Elle a survécu en cumulant 2 emplois pendant 20 ans. Elle survivra à ça aussi. Mais pas si je ne peux pas payer son opération. Alors on trouvera une solution. » Keisha recula et regarda Imani droit dans les yeux. « Tu as combien de boulot en ce moment ? » 3. Le matin au resto. L'après-midi, je fais le ménage dans des bureaux en centre-ville. Un nettoyage de nuit à l'aéroport ? Ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus. Imani laissa échapper un rire amer. Encore ? Keisha, je dors déjà 4 heures par jour. Quand est-ce que je suis censée trouver un autre boulot ? Je ne sais pas, mais tu vas devoir te débrouiller. Keisha n'était pas cruelle. Elle était sincère, et c'est ce dont Imani avait besoin. Tiens, ma cousine Shanice travaille pour une boîte de nettoyage UP qui s'occupe de tous les immeubles du LOP, Morrison Service ou un truc du genre. Ils paient mieux que ce que tu gagnes actuellement, et ils embauchent sans cesse parce que le travail est dur et que la plupart des gens démissionnent. C'est beaucoup mieux ? 25 $ de l'heure, plus les heures supplémentaires. Et ma parole, il y a toujours des heures supplémentaires. Ces gens riches veulent que leur bureau soit nettoyé à des heures impossibles, du coup on se retrouve à faire des doubles shifts tout le temps. Imani était déjà en train de faire des calculs. 25 $ de l'heure, majoré des heures supplémentaires, si elle pouvait avoir 40 heures par semaine là-bas, et garder son boulot au resto. Tu peux m'envoyer le numéro de Shanice par SMS ? Je le fais déjà. Keisha a sorti son téléphone. Mais Imani, je suis sérieuse. Tu dois aussi prendre soin de toi. Promets-moi de manger au moins un vrai repas par jour et de prendre tes vitamines. Marché conclu ? Marché conclu. Elles se serrèrent la main comme si elles avaient de nouveau 10 ans, se promettant, le petit doigt levé, de partager des goûters et de garder les secrets. À l'époque où le plus gros souci d'Imani était de savoir si elle aurait de nouvelles chaussures avant la rentrée, elle se retrouvait maintenant face à une dette de 140 000 $ et à la possible condamnation à mort de sa mère. Quoi qu'il en coûte, se répétait Imani en montant voir sa maman avant de commencer son service au restaurant. Quoi qu'il en coûte. 3 semaines plus tard, Imani commençait à travailler pour Morrison Cleaning Service. La formation se déroulait dans un immeuble de bureaux miteux qui sentait le moisi et le désespoir. Imani était assise sur une chaise pliante, entre une femme qui toussait sans cesse sans se couvrir la bouche et un adolescent d'à peine 16 ans, qui mentait probablement sur son âge pour trouver du travail. Au fond de la salle, un homme corpulent d'une 50aine d'années, les bras auréolés de sueur, désignait une présentation PowerPoint qui semblait dater de 1997. Morrison Service propose des services de nettoyage haut de gamme à la clientèle d'affaires UP de Chicago, annonça-t-il d'une voix monocorde. Nos clients exigent l'excellence. Ils exigent la discrétion. Ils exigent l'invisibilité. La femme qui toussait leva la main. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'invisibilité ? Ça veut dire que vous faites votre travail sans qu'on vous voie. Vous nettoyez après les heures de travail. On ne touche à rien de personnel. On ne fouine pas. On ne vole pas. Pour eux, vous n'existez que pour la propreté impeccable de leur bureau à leur arrivée le matin. Compris ? Tout le monde acquiesça.
Bien. Parlons maintenant de notre client le plus important. Monsieur Morrison passa à la diapositive suivante, et un immense gratte-ciel apparut à l'écran, l'immeuble Castellano. 68 étages de bureaux, d'appartements de luxe et de commerce. Nous assurons l'entretien de l'ensemble de l'immeuble, mais les étages 60 à 68 sont particuliers. Pourquoi ? A demandé quelqu'un. Parce que c'est là qu'il travaille. La voix de Monsieur Morrison prit un ton presque révérencieux. Damon Castellano, PDG de Castellano Enterprises, l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Il est propriétaire de cet immeuble et d'une cinquantaine d'autres à travers le pays. Imani se pencha en avant, observant l'immeuble sur l'écran. Elle l'avait déjà vu. Tout le monde à Chicago l'avait vu. Impossible de la rater, une tour étincelante d'acier et de verre qui dominait l'horizon comme un pied de nez à la pauvreté. Monsieur Castellano est exigeant, poursuivit prudemment Monsieur Morrison. Il a des exigences très précises concernant l'entretien de ses sols privés. Tout doit être parfait. Et je pèse mes mots. Si tu rates une étape, tu es viré. Si tu déplaces quelque chose sur son bureau, tu es viré. Si tu es en retard, tu es viré. Un faux pas respiratoire et c'est le licenciement assuré. Des rires nerveux parcoururent la pièce. Monsieur Morrison, lui, ne rit pas. Je ne plaisante pas. L'année dernière, j'ai perdu 14 employés à cause des exigences de Monsieur Castellano. Il m'appelle personnellement pour me signaler les infractions. Alors, si vous êtes affecté aux étages Castellano, préparez-vous à travailler comme jamais. Des questions ? Imani leva la main. Combien rapporte l'affectation à Castellano ? Monsieur Morrison sourit pour la première fois. $30 de l'heure, plus les heures supplémentaires, et une prime de fin de contrat si vous restez 6 mois sans être licencié. Un silence de mort s'installa. $30 de l'heure, c'était une somme qui changeait la vie de gens comme eux. Comment obtient-on cette affectation ? Demanda Imani. Tu ne l'obtiendras pas. Tu survivras assez longtemps pour que je te fasse confiance, et alors peut-être, je t'intégrerai à la rotation de Castellano. Le sourire de Monsieur Morrison s'est effacé. Mais soyons clairs, ce travail vous rongera tout cru. Damon Castellano est un perfectionniste atteint de TOC et d'un besoin de contrôle tel qu'un général en aurait l'air détendu. Il vous fera vivre un enfer. Il trouvera le moindre défaut. Il le fera. Je le prendrai, interrompit Imani. Tous les regards se tournèrent vers elle. Monsieur Morrison haussa un sourcil. Pardon ? J'accepte la mission Castellano. Dès que vous serez prêt, à me faire confiance, je la prendrai. La voix d'Imani était assurée, confiante. Son cœur battait la chamade, mais elle ne pouvait rien laisser paraître. J'ai besoin d'argent. Je travaillerai plus dur que quiconque. Je ne me plaindrai pas. Je n'abandonnerai pas, Monsieur Morrison l'observa longuement. Vous avez des problèmes familiaux ? Des factures médicales ? Des dettes ? Imani acquiesça. Tous ceux qui se portent volontaires pour la surveillance de Castellano ont une raison désespérée de le faire, dit Monsieur Morrison à voix basse. C'est la seule raison pour laquelle on accepte de le supporter. Très bien, mademoiselle. Banks, Imani Banks. Mademoiselle Banks, vous commencerez le roulement régulier demain. Équipe de nuit, étage 10 à 20. Bon travail. Ne me causez pas de problème. Soyez ponctuel tous les jours pendant 2 semaines. Ensuite, nous parlerons de Castellano. Merci, monsieur. Après la séance d'information, Imani sortit dans le vent d'octobre de Chicago, empreinte d'un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois, l'espoir. $30 de l'heure. Si elle pouvait décrocher ce boulot chez Castellano et garder ses horaires au restaurant, si elle pouvait faire assez d'heures supplémentaires, si elle pouvait tenir le coup pendant quelques mois, elle pourrait sauver sa mère. Quoi qu'il en coûte, pensa-t-elle encore en se dirigeant vers l'arrêt de bus. Quoi qu'il en coûte. Imani a tenu exactement 13 jours avant que M. Morrison ne la convoque dans son bureau. Vous êtes doué, a-t-il dit sans préambule. Rapide, efficace, aucun des gestionnaires de l'immeuble ne s'est plaint. Shanice avait raison à votre sujet. Imani se tenait devant son bureau, encore en uniforme de femme de ménage, imprégnée d'une odeur de produits nettoyants industriels et de fatigue. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas encore. M. Morrison se laissa aller en arrière sur sa chaise, qui grinça sous son poids. Je manque de personnel aux étages Castellano. 3 personnes ont démissionné la semaine dernière. L'une d'elles a même pleuré en remettant sa démission. Elle a dit qu'elle préférait être au chômage plutôt que de supporter sa folie un jour de plus. Je n'abandonnerai pas, dit Imani. Tu n'en sais rien. Si, je le sais. Imani le regarda droit dans les yeux. Ma mère a un cancer de stade 4.
Son opération coûte plus cher que ce que je gagnerai en 3 ans. J'ai besoin de ce travail, monsieur Morrison. Je ne démissionnerai pas. Je ne ferai pas d'erreur. Je ferai tout ce qu'il faut. Monsieur Morrison soupira lourdement. Vous allez regretter ces mots. Très bien. À partir de ce soir, vous êtes de service à Castellano. Étage 60 à 68. Tu travailles de minuit à 8 heures. Les sols doivent être impeccables avant l'arrivée des premiers employés à 7h30. Et mon boulot au resto? C'est ton problème. Castellano, c'est de nuit. Si tu veux gagner de l'argent, débrouille-toi. Imani fit rapidement un calcul mental. Son service au restaurant se terminait à 23h. Si elle prenait le bus express, elle pourrait arriver à l'immeuble Castellano avant minuit. Travailler jusqu'à 8h, dormir jusqu'à 14h, retour au restaurant vers 15h, soit 4 heures de sommeil. Elle avait survécu avec moins d'argent pendant les semaines d'examen à l'université communautaire avant d'être obligée d'abandonner ses études. Je peux y arriver, a dit Imani. Félicitations, Madame Banks. Monsieur Morrison fit glisser un épais classeur sur son bureau. C'est le manuel Castellano. Il contient toutes les instructions pour nettoyer ses sols. Lisez-le, mémorisez-le, mettez-le en pratique. Votre premier quart de travail est ce soir à minuit. Ne soyez pas en retard. À 23h47, Imani se tenait devant l'immeuble Castellano, le cou tendu en arrière, essayant d'en apercevoir le sommet. De près, il était encore plus impressionnant. Les panneaux de verre reflétaient les lumières de la ville comme un miroir, donnant à toute la structure l'apparence d'une aura lumineuse et puissante. Le hall visible à travers les fenêtres était tout en marbre et en art moderne, un luxe qu'Imani n'avait jamais vu qu'au cinéma. Elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules et franchit la porte-tambour. L'équipe de nettoyage? Demanda l'agent de sécurité à l'accueil sans lever les yeux. Oui, monsieur. Imani Banks. Première nuit sur le parquet de Castellano. Le gardien leva les yeux, et une expression de compassion traversa son visage. C'était un homme noir, peut-être sexagénaire, avec des cheveux grisonnants et un regard bienveillant. Première nuit? Seigneur, ayez pitié. Vous savez dans quoi vous vous engagez, jeune fille? J'ai lu le manuel. Le lire et le vivre, c'est une autre histoire. Le gardien, dont le badge indiquait Walter, sortit une tablette et fit enregistrer Imani. Monsieur Castellano est pointilleux sur tout, absolument tout. La dernière femme de ménage qui travaillait chez lui a été renvoyée pour avoir laissé le fil de l'aspirateur enroulé dans le mauvais sens. Vous plaisantez? J'aimerais bien. Walter lui tendit un badge et une carte magnétique. Cela vous donne accès aux ascenseurs jusqu'aux étages 60 et supérieurs. L'ascenseur de service est au coin. Vous travaillerez seul là-haut. Monsieur Castellano n'apprécie pas la présence de plusieurs personnes dans son espace de travail. Seul? Sur les 9 étages? Sur les 9 étages. Vous avez 8 heures. Autant commencer. À 2h30 du matin, Imani comprit pourquoi 3 personnes avaient démissionné la semaine précédente. Les sols des Castellano étaient impeccables dès le départ. C'était comme nettoyer un espace déjà propre, à la recherche d'une saleté invisible qui pourrait offenser un homme qui, apparemment, voyait des imperfections imperceptibles pour le commun des mortels. Mais ce n'était pas seulement le nettoyage qui était épuisant. C'était la pression. Chaque surface qu'Imani touchait semblait importante. La table de conférence au 63e étage valait probablement plus que sa maison d'enfance. Les œuvres d'art moderne accrochées au mur semblaient tout droit sorties d'un musée. La moquette était si épaisse et si parfaite qu'elle se sentait coupable de marcher dessus avec ses baskets bon marché. Et partout, absolument partout, on voyait les signes du contrôle obsessionnel de Damon Castellano. Des livres rangés par auteur et par couleur. Des tasses à café dans la salle de pause, anses vers l'extérieur, disposées à intervalles réguliers. Même les stylos sur les bureaux étaient alignés parallèlement au bord. Imani retenait son souffle en nettoyant, terrifiée à l'idée de perturber l'ordre parfait de ce monde parfait. Arrivée au 68e étage, dans la suite personnelle de Damon Castellano, elle était en retard et épuisée. La suite de direction était digne d'un film. Des baies vitrées donnant sur le lac Michigan. Un bureau de la taille de sa cuisine, en bois sombre, qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. De l'art véritable au mur. Pas des reproductions, mais de vraies peintures, texturées et signées. Et cette chaise. Ce magnifique fauteuil en cuir italien souple, derrière l'imposant bureau. Imani savait qu'elle n'aurait pas dû. Le règlement interdisait formellement de s'asseoir sur le mobilier des clients. Mais elle avait mal aux pieds, au dos, et cette chaise avait l'air si confortable. Juste une seconde, se dit-elle.
Juste le temps de reposer mes jambes et de reprendre mon souffle. Elle s'enfonça dans le fauteuil, comme si elle était assise sur un nuage. Le cuir était d'une douceur incomparable, le rembourrage parfait, la hauteur idéale. Imani ferma les yeux. 1 minute seulement. Et puis retour au travail. Elle s'est réveillée avec une sensation de picotement au bras. Pas un doigt. Une règle. Réveille-toi. La voix était grave, froide et terriblement en colère. Imani ouvrit brusquement les yeux. Et il était là. Il était sans doute l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. L'inconnu la dominait. 1,90 m de fureur contenue, vêtu d'un costume 3 pièces qui coûtait probablement plus de 3 mois de son salaire. Sa peau était d'un brun profond, ses cheveux coupés courts, sa mâchoire si anguleuse qu'elle aurait pu couper du verre. Mais ce sont ses yeux qui glaçaient le sang d'Imani. Brun foncé, presque noir, et d'une cruauté absolue. Imani tenta de se lever de sa chaise, mais son corps épuisé ne suivit pas. Elle trébucha, se rattrapant de justesse au bureau. Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu t'es endormi. Dans mon fauteuil. Dans mon bureau. Chaque mot était prononcé avec une précision chirurgicale, comme s'il s'adressait à une imbécile. Vous vous rendez compte du nombre d'infractions aux règles d'hygiène que vous venez d'enfreindre? Elle était sous le choc. Attendez, son bureau? Cet homme était Damon Castellano? Elle l'avait imaginé comme un vieux grincheux. Apparemment, elle n'avait vu juste que sur le premier point. Je suis désolée, monsieur Castellano. J'étais juste. Sors. S'il te plaît, Sors. La voix de Damon ne monta pas en intensité, mais l'ordre qu'elle contenait fit sursauter Imani. J'appelle Morrison tout de suite. Vous êtes viré. La sécurité va vous escorter hors du bâtiment. La panique s'empara d'Imani. Non, 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 non. Elle ne pouvait pas se faire licencier. Pas maintenant. Pas alors que l'opération de maman est prévue la semaine prochaine et qu'elle n'a déjà plus assez d'argent pour payer son échéancier. Je vous en prie, monsieur Castellano. La voix d'Imani s'est brisée. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade, elle a un cancer, et j'ai besoin d'argent pour son opération. Je vais travailler plus dur. Je ne me reposerai plus jamais. Tout le monde a une histoire à pleurer, interrompit froidement Damon. Il contourna son bureau en évitant soigneusement Imani, remarqua-t-elle, et prit son téléphone. La tienne ne m'intéresse pas. Imani fit alors une bêtise, un geste désespéré. Elle se jeta sur lui et lui attrapa le poignet avant qu'il ne puisse décrocher le téléphone. S'il te plaît, supplia-t-elle. S'il vous plaît, juste. Le monde explosa, non pas de douleur ou de dégoût, mais sous l'effet d'une décharge électrique pure qui parcourut le bras d'Imani et la traversa de part en part. C'était comme toucher un fil électrique sous tension, mais au lieu de faire mal, cela provoqua d'agréables picotements. Un courant chaud et électrisant qui la fit halter et lâcher prise instantanément. Damon recula, comme s'il avait été brûlé. Son corps fut projeté en arrière avec une telle force que son coude heurta le bord du bureau. Le téléphone vola au loin. Elle décrivit une courbe dans les airs, comme au ralenti, tournoyant sur elle-même, avant de s'écraser sur le sol de marbre dans un fracas semblable à un coup de feu. L'écran vola en éclats. Un silence absolu régna un instant. Imani fixait le téléphone détruit, encore sous le choc étrange et agréable qu'elle venait d'éprouver. Damon, lui, fixait son poignet nu, là où elle l'avait touché, le visage crispé entre le choc et une autre émotion, presque de l'étonnement. Ce téléphone, dit-il très doucement, les yeux toujours rivés sur son poignet, a coûté 80 000 $. Le monde d'Imani s'est effondré. 80? Quoi? Sur mesure, crypté, unique en son genre. Et vous venez de la détruire. Damon finit par lever les yeux vers elle, et il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, quelque chose de calculateur. Tu vas le payer. Jusqu'au dernier centime. Je n'ai pas 80 000 $. Tu les rembourseras au travail. La voix de Damon était froide, mais son regard revenait sans cesse à son poignet. À partir de ce soir? Comment ça marche? Demanda Imani, encore sous le choc de cette étrange sensation électrique. J'ai un chef, 2 femmes de ménage et 2 agents d'entretien qui s'occupent de tout chez moi, répondit Damon d'une voix professionnelle, mais le regard toujours absent. Je vais leur accorder à tous des vacances prolongées. Vous allez les remplacer. Imani resta bouche bée. Une seule personne ne peut pas faire le travail de 5. Alors tu travailleras d'arrache-pied. Damon sortit un autre téléphone, apparemment il en avait un de rechange, et se mit à taper. Tu arriveras à Montpentouse tous les matins à 6 heures. Tu cuisineras, tu feras le ménage,
tu feras les courses et tu t'occuperas de tout chez moi jusqu'à 18 heures. 12 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est... Non, l'interrompit Imani, son orgueil reprenant enfin le dessus. Non, je ne serai pas votre servante. Je préfère aller en prison. Elle se retourna et sortit du bureau en courant, sans attendre d'être escortée. Elle ne se retourna pas. Elle se mit à courir, le cœur battant la chamade, l'esprit encore sous le choc de ce contact électrique, de cette proposition insensée et de l'arrogance pure et simple de cet homme qui pensait pouvoir acheter sa vie. Elle courut jusqu'à l'ascenseur de service et ne s'arrêta que lorsqu'elle fut hors de l'immeuble, dans la rue, élant un taxi pour l'hôpital. Imani a fait irruption à l'hôpital du comté de Cook à 4h12 du matin, la poitrine haletante, l'esprit en proie à une profonde confusion. Elle a couru dans la chambre de sa mère, Loretta, et a trouvé une équipe de médecins et d'infirmières autour du lit. Son cœur s'est arrêté. Que se passe-t-il? Quel est le problème? Le docteur Smith se retourna, le visage grave. Mademoiselle Banks, l'état de votre mère s'est aggravé. Elle a fait un arrêt cardiaque. Nous l'avons réanimée, mais son état est critique. Il faut pratiquer une opération d'urgence immédiatement pour qu'elle ait une chance de survivre. Alors faites-le, s'écria Imani. Nous ne pouvons pas, répondit doucement le docteur Smith. Pas sans le paiement. L'hôpital exige au moins la moitié du coût total avant que nous puissions procéder à une intervention aussi risquée. Cela fait 140 000 $, mademoiselle Banks. Nous en avons besoin immédiatement. À peine avait-il prononcé ces mots que 2 hommes imposants en costume sombre apparurent derrière elle. Burton, le chef de la sécurité de Damon, et un autre garde. Mademoiselle Banks, dit Burton d'une voix glaciale. Monsieur Castellano a besoin de vous. Immédiatement. Non, s'écria Imani en désignant la chambre de sa mère. Je ne vais nulle part. Ma mère est en train de mourir. Elle mourra de toute façon si vous ne venez pas avec nous, dit l'autre garde en lui saisissant le bras. À ce moment précis, le téléphone de Burton sonna. Il a répondu. Monsieur? Imani entendait la voix de Damon, faible mais distincte à l'autre bout du fil. C'est le docteur? Mettez-le sur haut-parleur. Burton tapota l'écran. La voix du docteur Smith emplit le petit espace. Je suis désolé, sans les fonds, nous ne pouvons rien faire de plus. On ne peut pas. Payez-le, lança la voix de Damon, sèche et impérieuse, dans le haut-parleur. La totalité, le solde total. Transférez les fonds immédiatement. Je veux qu'elle soit opérée dans l'heure. Burton regarda Imani, le visage impassible. Monsieur, êtes-vous sûr? Le total est... Je sais quel est le total. Fais-le. Burton raccrocha et passa un coup de fil. Jenkins, transfère 300 000 $ à l'hôpital du comté de Cook. Patiente Loretta Banks. Paiement intégral. Maintenant. Le docteur Smith le fixa, bouche bée. Qui est-ce? Quelqu'un qui croit au remboursement de ses dettes. La voix de Damon résonna de nouveau au téléphone, cette fois-ci adressée à Imani. Et il recouvre ce qui lui est dû. Vous avez refusé mon offre, Madame Banks, les conditions ont donc changé. Les frais médicaux de votre mère sont réglés. En totalité. Mais vous me devez maintenant 380 000 $. À 30 $ de l'heure, en travaillant pour moi 12 heures par jour, 6 jours par semaine, il vous faudra environ 2 ans pour rembourser cette somme. Imani sentit le sang se retirer de son visage. Tu ne peux pas? Je l'ai déjà fait. La voix de Damon était froide, définitive. Tu commences demain matin à Montpentouse. 6 heures précises. Ne sois pas en retard. La communication fut coupée. Le docteur Smith fixa Imani. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais les fonds viennent d'être débloqués. Votre mère est en train d'être préparée pour l'opération. Elle a une chance. Imani regarda par la fenêtre de la salle d'opération, où l'on emmenait sa mère. Une chance. C'était tout ce qu'elle avait toujours désiré. Et le prix à payer? 2 ans de sa vie. Si vous pensez que Damon a manipulé Imani comme une marionnette et qu'elle est piégée pour de bon, commentez, elle est prise au piège. Si vous pensez que l'obsession de Damon pour la faire travailler pour lui cache quelque chose de plus profond, commentez, ce n'est pas une histoire de téléphone. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On verra ce qui se passe quand Imani emménagera chez Damon. L'adresse que Damon lui avait envoyée par SMS se trouvait dans le Gold Coast, l'un des quartiers les plus chers de Chicago. À 5h52 du matin, Imani se tenait devant l'élégant immeuble de verre, le regard levé vers la tour qui surplombait le lac Michigan, comme si elle en était la seule maîtresse. Elle avait pris 3 bus pour arriver jusqu'ici,
faute de moyens pour un Uber, et se tenait maintenant dans le hall privé, une carte magnétique à la main. L'ascenseur était privé. Il menait directement aux Pentouses. Sans interruption. Tu peux le faire, se dit Imani. Ce n'est que 2 ans. 2 ans à cuisiner et à faire le ménage pour un milliardaire maniaque du contrôle, et puis maman sera en bonne santé, tu seras libre, et tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Elle passa sa carte magnétique. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Imani entra, et les portes se refermèrent derrière elle dans un léger claquement, comme un piège qui se referme. Le Penthouse était exactement comme Imani l'avait imaginé, et en pire. Tout était blanc, chromé et vitré. Le mobilier semblait tout droit sorti d'un musée. Les œuvres d'art accrochées au mur étaient authentiques et valaient sans aucun doute plus que ce qu'Imani gagnerait de toute sa vie. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur le lac Michigan, d'une beauté à couper le souffle. Et la propreté était irréprochable, d'une perfection presque obsessionnelle. Pas un grain de poussière. Pas un seul objet ne dépassait. Même les coussins du canapé étaient disposés à des angles précis, comme si on les avait mesurés au rapporteur. Tu as 8 minutes d'avance. Imani sursauta et se retourna. Damon se tenait dans l'embrasure d'une porte qu'elle n'avait pas remarquée. Il portait une tenue de sport, des vêtements de marque qui mettaient en valeur ses larges épaules et sa musculature. Il avait une serviette autour du cou et une bouteille d'eau à la main. Il venait sans doute de terminer sa séance de sport. Il avait bonne mine. Vraiment excellent. Tellement excellent que la bouche d'Imani s'assécha, alors qu'elle était censée le détester. Je pensais qu'il valait mieux y aller tôt que tard, dit Imani en s'efforçant de garder une voix calme. Le matin est imprévisible. L'imprévisibilité perturbe mon emploi du temps. Le regard sombre de Damon l'a parcouru, l'évaluant. Mais j'imagine que ça montre de l'initiative. Il y a un planning sur le plan de travail de la cuisine. Suivez-le à la lettre. Je serai à mon bureau. Ne me dérangez pas, sauf si le bâtiment est en feu. Il disparut par une autre porte avant qu'Imani n'ait pu réagir. Imani se tenait seule dans l'immense salon et expira un souffle qu'elle ne savait même pas retenir. 2 ans, se répéta-t-elle. On peut survivre à tout pendant 2 ans. L'emploi du temps était dactylographié, imprimé et plastifié. Évidemment. Un emploi du temps quotidien. Personnel de maison. 6 heures du matin, préparer le petit déjeuner. Omelette au blanc d'œuf, épinards et tomates, sans fromage. Une tranche de pain complet grillé, sec. Un café noir, préparé à la cafetière à piston, 4 minutes d'infusion précise. Un jus d'orange frais, pressé le matin même, pas en briques. 7 heures, 5 heures du matin, servir le petit déjeuner. Placer les couverts dans la salle à manger sur le set de table orienté à l'est. Placer les couverts à exactement 2,5 cm du bord de l'assiette. Anse de la tasse à café à 3 heures. De 7 heures à 30 h, nettoyer la cuisine. Laver toute la vaisselle immédiatement. Nettoyer les comptoirs avec une solution antibactérienne. Laver le sol. La liste s'étendait sur des pages. Chaque minute de la journée de 12 heures d'Imani était minutieusement planifiée. Programmée, contrôlée, comme tout le reste dans la vie de Damon Castellano. Imani trouva la cuisine, plus grande que tout son appartement, et se mit au travail. L'omelette était ratée. Pas au point de mettre le feu à la cuisine comme certains pourraient le faire, mais certainement pas la création moelleuse et parfaite que le planning semblait exiger. Les œufs étaient un peu caoutchouteux. Les légumes n'étaient pas répartis uniformément. Et quand Imani a essayé de retourner le tout, il s'est émietté en une bouillie d'œufs. Mince! Grommela Imani en fixant le désastre dans la poêle. Elle le déposa dans une assiette, le disposa du mieux qu'elle put, et ajouta les toasts, le café et le jus d'orange, qu'elle avait pressé à la main pendant 20 minutes, car Damon, bien sûr, n'avait pas d'extracteur de jus électrique. Il possédait un presse-agrumes manuel sophistiqué qui demandait un véritable effort. À 7 heures précises, Imani apporta le plateau dans la salle à manger. Damon était déjà assis, absorbé par sa lecture sur sa tablette, vêtu d'un costume impeccable qui coûtait sans doute plus cher que la voiture d'Imani. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. Imani posa l'assiette sur le set de table. Côté est, comme prévu. Elle plaça les ustensiles à 1 pouce du bord. Elle tourna la tasse à café de façon à ce que l'anse soit à 3 heures. Damon jeta un coup d'œil à la nourriture. Son expression resta impassible, mais Imani remarqua que sa mâchoire se crispait légèrement. Cette omelette est ratée, dit-il à voix basse. Je sais, je ne suis pas chef, j'ai fait de mon mieux. Et votre mieux a donné des œufs brouillés alors que j'avais commandé une omelette. Alors peut-être devriez-vous revoir vos exigences à la baisse,
rétorqua Imani avant même de pouvoir se retenir. Le regard de Damon croisa le sien, et un instant, Imani crut avoir commis une terrible erreur. Cet homme était à sa merci pour les 2 années à venir. Il pouvait lui faire vivre un enfer s'il le voulait. Mais au lieu de colère, une lueur presque amusée brilla dans ses yeux sombres. « Baissez mes attentes », répéta-t-il lentement, comme s'il testait une idée nouvelle. Personne ne me l'avait jamais suggéré. Peut-être aurait-il dû. Damon prit sa fourchette et croqua dans l'omelette brouillée. Il mâcha lentement, pensivement, puis avala. « C'est suffisant, dit-il finalement. Demain, regarde une vidéo sur la préparation d'une omelette réussie. YouTube regorge de tutoriels. Choisissez en une et apprenez. » « Oui, monsieur, » répondit Imani d'un ton sarcastique. « Et mademoiselle Banks ?» La voix de Damon l'interrompit alors qu'elle s'apprêtait à partir. « Je n'ai pas besoin que vous m'appeliez monsieur. Damon me convient. » Imani se retourna vers lui, surprise. « Vous voulez que je vous appelle par votre prénom ? Nous allons travailler en étroite collaboration pendant 2 ans. Les formalités me semblent superflues. » Il prit une gorgée de son café, et Imani aperçut une légère lueur de satisfaction sur son visage. « Au fait, le café est parfait. Peu importe comment vous l'avez préparé, faites-le exactement de la même manière demain. » C'était probablement le compliment le plus sincère que Damon Castellano ait jamais adressé à qui que ce soit. Imani ne savait pas si elle devait être contente ou agacée. Elle opta finalement pour la confusion. Le reste de la matinée fut un tourbillon de tâches qui semblait interminable. Nettoyer la cuisine. Essuyer toutes les surfaces. Ranger le garde-manger par ordre alphabétique, car bien sûr, tout devait être rangé par ordre alphabétique. Passer l'aspirateur dans le salon en ligne droite. Épousseter les étagères sans déplacer les livres. À midi, Imani avait mal au dos et ses mains sentaient le produit nettoyant. Son emploi du temps prévoyait une pause déjeuner de 30 minutes, alors elle s'est affalée sur un tabouret de cuisine et a sorti le sandwich qu'elle avait apporté de chez elle. Elle était à mi-chemin de son repas lorsqu'elle a senti un regard posé sur elle. Imani a levé les yeux. Damon se tenait sur le seuil de la cuisine, fixant son sandwich comme s'il s'agissait d'un corps étranger. « C'est du jambon de station-service », demanda-t-il, sur un ton entre fascination et horreur. « Oui, c'est bon marché et ça me cale. »« Un problème ? Mon frigo regorge de produits bio, issus d'élevages en plein air et artisanaux, et toi, tu manges du jambon de station-service. Tes ingrédients de luxe sont pour tes repas, pas pour les miens. Tu travailles pour moi. Tu manges ce qu'il y a dans ma cuisine. » Damon s'est dirigé vers le réfrigérateur et a commencé à en sortir des choses. Il y a du saumon fumé, du prosciutto, de la mozzarella fraîche, de la roquette. Mon sandwich me convient. Toi, non. Tu manges de la viande transformée qui contient probablement 50% de sodium et 50% de produits chimiques. Damon était déjà en train de préparer quelque chose dans une assiette. Du pain frais, du fromage raffiné, des légumes qui semblaient coûter plus cher au kilo que ce qu'Imani gagnait à l'heure. Il lui fit glisser l'assiette par-dessus le comptoir. « Mange plutôt ça. » Imani contempla le magnifique sandwich gastronomique, puis Damon, puis de nouveau le sandwich. « Pourquoi ça t'intéresse ce que je mange ? » Parce que si tu attrapes une intoxication alimentaire, tu ne peux pas travailler. Et si tu ne peux pas travailler, c'est tout le foyer qui s'écroule. La voix de Damon était logique, pragmatique, totalement dénuée d'émotion. Il est dans mon intérêt que tu restes en bonne santé. Mais alors qu'il se retournait pour partir, Imani perçut dans son expression quelque chose qui contrastait avec ses paroles glaciales. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude ? Non, impossible. Damon Castellano se fichait des gens. Il tenait à tout contrôler, à tout organiser et à obtenir ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était un domestique en bonne santé, capable de faire une omelette correcte. C'était tout. Vers 14 heures, Imani nettoyait la chambre de Damon, et c'est là que les choses ont pris une tournure étrange. La chambre était exactement comme elle l'avait imaginé. Un lit immense au drap blanc impeccablement bordé, des tables de chevet avec des lampes et des livres parfaitement alignés, et une armoire pleine de costumes rangés par couleur. La pièce était d'une propreté impeccable, et Imani avait l'impression de perdre son temps à nettoyer une chambre qui n'en avait absolument pas besoin. Elle faisait semblant d'épousseter la table de chevet déjà brillante lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit Damon, planté dans l'embrasure de la porte, la fixant avec une intensité qui lui donna la chair de poule. « Tu as besoin de quelque chose ? » demanda Imani. « Non, je voulais juste savoir où tu en étais. Je fais le ménage, rien de bien compliqué. » Néanmoins, Damon entra dans la pièce et s'approcha.
Imani reprit son dépoussiérage, consciente de sa présence à quelques pas seulement, qui l'observait du regard. Elle attrapa la lampe posée sur la table de chevet et se pencha pour la diriger vers elle. C'est alors que Damon a bougé. Il a fait un pas rapide en avant, la main tendue comme pour effleurer son épaule. Mais au dernier moment, il s'est rétracté, ses doigts à quelques centimètres seulement de son chemisier. Imani se retourna brusquement. « Que fais-tu ? » ?»« Rien. J'ai cru que tu allais renverser la lampe. » La voix de Damon était douce, mais Imani aperçut une lueur dans ses yeux. De la déception ? De la frustration ? Je n'allais pas le renverser. Bien sûr, c'est ma faute. Damon se retourna et sortit, laissant Imani plantée là, confuse et un peu mal à l'aise. Que s'était-il passé ? La même chose se reproduisit à 16 heures. Imani était dans le salon en train de ranger la bibliothèque lorsqu'elle sentit la présence de Damon derrière elle. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et le vit tendre la main vers elle, comme s'il allait lui tapoter l'épaule. Mais dès qu'elle se retourna, il retira sa main et recula. « Oui ?» demanda Imani, sa voix désormais méfiante. « J'allais justement vous dire que vous classez ces livres incorrectement. Ils sont classés par ordre alphabétique d'auteur, comme indiqué dans le planning. Oui, mais pour chaque auteur, ils devraient être classés par date de publication, du plus ancien au plus récent. Ce n'était pas prévu au programme. C'est sous-entendu. Comment cela est-il sous-entendu ? Par le fait que l'organisation suit une hiérarchie logique. » La voix de Damon se faisait plus tendue, plus maîtrisée. « L'auteur, puis la chronologie, c'est évident. » »« Non, ce n'est pas évident, c'est obsessionnel. » Ils se fixèrent longuement du regard. Puis Damon dit doucement « Réorganisez-les, s'il vous plaît », et s'éloigna. Imani resta là, le regardant disparaître dans son bureau, et soudain, une idée lui vint. En réalité, ce n'étaient pas les livres qui le contrariaient. Il cherchait juste un prétexte pour se rapprocher d'elle. Mais pourquoi ? Si vous êtes aussi perplexe qu'Imani, laissez un commentaire pour nous dire ce qu'il fait. Abonnez-vous et activez les notifications, car la réponse arrive bientôt et elle va vous époustoufler. Ce soir-là, après la fin de son service à 18 heures, Imani s'est rendue directement à l'hôpital pour rendre visite à sa mère, Loretta. L'opération s'était bien déroulée. Sa mère était toujours inconsciente, toujours sous assistance respiratoire, mais le docteur Smith a déclaré que ses constantes vitales étaient stables et que l'ablation de la tumeur s'était mieux passée que prévu. « C'est une battante », dit le docteur Smith à Imani avec un sourire fatigué. « Les 72 prochaines heures sont cruciales, mais je suis optimiste. » Imani s'assit près du lit de sa mère et lui prit la main, celle sans perfusion, et essaya de ne pas pleurer. « J'ai trouvé du boulot, maman, » murmura Imani. « C'est bizarre, le patron est insupportable, et je suis presque sûre qu'il est un peu fou, mais c'est bien payé. Assez bien pour couvrir tous tes frais médicaux. Tu vas guérir, et ensuite on rentrera à la maison, et tout ira bien. » La poitrine de maman se soulevait et s'abaissait avec une régularité mécanique. Imani resta jusqu'à la fin des visites, puis prit 3 bus pour rentrer dans son petit appartement et s'effondra sur son lit. Le lendemain, elle devait se lever à 4h30 pour arriver aux Penthouse de Damon à 18h. Voilà sa vie désormais, pour les 2 prochaines années. Une semaine plus tard, tu fredonnes. Imani leva les yeux de son pli de linge. Les chemises de Damon, parfaitement repassées et pliées selon un schéma qu'il lui avait donné. Quoi ? Tu fredonnes la même chanson depuis 3 jours. Damon se tenait sur le seuil de la buanderie, une tasse de café à la main, la regardant d'un air indéchiffrable. Qu'y a-t-il ? Demanda Imani, sentant son visage s'empourprer. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle fredonnait à voix haute. C'est juste un vieux chant gospel que ma mère chantait quand j'étais petit. Votre mère se remet bien, j'imagine ? Vous êtes au courant ? J'ai payé les factures, je reçois les nouvelles de son état médical. Le ton de Damon était neutre. Le docteur Smith dit qu'elle répond mieux au traitement que prévu. Une douce chaleur s'est emparée du cœur d'Imani. Il suivait de près la convalescence de sa mère. Merci, dit Imani d'une voix douce. D'avoir tout payé. Je sais que je rembourse en travaillant, mais merci quand même. Damon semblait mal à l'aise face à cette gratitude. Ce n'était qu'une transaction commerciale, rien de plus. Mais alors qu'il se retournait pour partir, Imani le surprit en train de contracter sa main droite, le poignet qu'elle avait saisi ce soir-là dans son bureau, comme s'il se souvenait de quelque chose. Cette chose étrange, presque touchante, se répétait sans cesse. Chaque jour, plusieurs fois par jour, Imani surprenait Damon près d'elle, sa main tendue vers elle comme s'il allait lui tapoter l'épaule, effleurer son bras, ou établir un contact quelconque. Mais il se rétractait toujours au dernier moment,
trouvant toujours une excuse pour justifier sa proximité. Tu as oublié un endroit sur le comptoir. Ce livre est de travers. Tes cheveux ont failli prendre feu à la flamme du poêle. Les excuses devenaient de plus en plus ridicules, et Imani était de plus en plus perdue. Finalement, au 9e jour, elle l'a confronté. Pourquoi tu continues à faire ça? Damon était dans la cuisine, faisant semblant de vérifier la propreté des étagères du réfrigérateur pendant qu'Imani préparait son smoothie de l'après-midi. Il rôdait depuis 10 minutes, visiblement en train de se préparer à faire quelque chose. Faire quoi? Demanda Damon sans la regarder. S'approcher de moi, tendre la main vers moi, puis se retirer. Imani posa le mixeur et croisa les bras. Si mon travail vous pose problème, dites-le simplement. Arrêtez de tourner autour du pot. Je n'ai aucun problème avec votre travail. Alors que se passe-t-il? Damon resta silencieux un long moment. Puis il demanda, quand vous avez touché mon poignet ce soir-là dans mon bureau, avez-vous senti quelque chose? La question prit Imani complètement au dépourvu. Tu as senti quelque chose? À part la panique d'avoir détruit un téléphone à 80 000 $? Oui, à part ça. Damon finit par la regarder, et ses yeux sombres étaient intenses, scrutateurs. Quand ta peau a touché la mienne, as-tu ressenti quelque chose d'inhabituel? Imani repensa à ce moment, à la décharge électrique, au frisson de chaleur qui l'avait parcouru. Elle avait supposé que c'était simplement de l'adrénaline, de la peur, de l'épuisement. Je ne suis pas sûre de comprendre, dit Imani avec précaution, le visage rouge de colère. Damon l'observa un instant, puis sembla prendre une décision. Il tendit la main. Touche-moi encore. Quoi? Ta main, sur mon poignet, comme avant. La voix de Damon était calme, clinique, comme s'il proposait une expérience scientifique. Je veux tester quelque chose. Tester quoi? Faites-le, je vous en prie. Imani fixa sa main tendue. C'était de la folie. Son patron lui demandait de le toucher. Ce même patron qui portait des gants pour serrer la main aux autres, qui désinfectait tout sans cesse, qui ne supportait pas la contamination. Vous souffrez de TOC, dit Imani lentement. Tu ne laisses personne te toucher. Je le sais. Alors pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir si ça se reproduit. La voix de Damon était maintenant tendue, empreinte de frustration. Touche-moi, Imani. S'il te plaît. L'utilisation de son prénom fit naître une émotion en Imani. Lentement, avec précaution, elle tendit la main et la posa sur son poignet. L'effet fut immédiat. Une décharge électrique les parcourut tous les deux. Cette même sensation chaude et agréable qui avait fait halter Imani et écarquiller les yeux de Damon. Mais cette fois, Damon ne se dégagea pas. Il resta parfaitement immobile, fixant la main d'Imani sur sa peau, sa respiration s'accélérant. « Tu le sens ?» murmura Damon. « N'est-ce pas ?» « Oui » souffla Imani. « Je le sens. » Ils restèrent ainsi quelques secondes, la main d'Imani posée sur le poignet de Damon, une tension électrique palpable entre eux, aucun des deux ne voulant rompre le lien. Finalement, Imani retira sa main, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ça arrive ?» Je ne sais pas, Damon fixait son poignet comme s'il recelait les secrets de l'univers. Avec tous les autres, quand il me touche, je me sens souillée, dégoûtée, comme si j'avais besoin de me frotter la peau jusqu'au sang. Mais avec toi, avec moi quoi? Damon leva les yeux vers elle, et la vulnérabilité dans son regard coupa le souffle à Imani. Avec toi, je me sens vivante. Cette nuit-là, Imani n'a pas fermé l'œil. Elle repassait sans cesse en revue la scène dans la cuisine, le regard de Damon, l'électricité qui les unissait. Avec toi, je me sens vivante. Qu'est-ce que cela signifiait? Et pourquoi le cœur traître d'Imani s'emballait-il à cette pensée? Cet homme l'avait possédée pendant 2 ans. Il l'avait piégée dans une dette dont elle ne pouvait se sortir. Il était possessif, obsessionnel et impossible à satisfaire. Elle ne devrait rien ressentir pour lui, si ce n'est du ressentiment. Mais lorsqu'il la regarda avec ses yeux si vulnérables, Imani se retourna et gémit dans son oreiller. « Ne sois pas bête, se dit-elle. C'est ton patron, ton ravisseur, en gros. Ce truc d'électricité, ça ne veut rien dire. » Mais même en y pensant, Imani savait qu'elle se mentait à elle-même. 2 semaines plus tard, le jour où tout a basculé a commencé de façon tout à fait normale. Imani est arrivée aux Pantous à 6 heures du matin, a préparé le petit déjeuner, une omelette parfaite cette fois-ci. Elle avait regardé 17 vidéos YouTube et a commencé son ménage. À 14 heures, le concierge appela Damon pour l'informer que l'inspection trimestrielle était prévue cet après-midi-là. Damon pâlit en entendant l'appel. Aujourd'hui,
dit-il au téléphone, la voix étranglée. Tu es sûr que ça doit être aujourd'hui? Imani l'observait depuis la cuisine où elle préparait son goûter. Elle n'avait jamais vu Damon déstabilisé. Il était toujours parfaitement maître de lui, imperturbable. Mais là, il avait l'air vraiment paniqué. Bon, 14h30, oui, j'ai compris. Damon raccrocha et se mit aussitôt à arpenter la pièce, les mains se contractant et se relâchant le long du corps. Tout va bien? Demanda Imani avec précaution. Inspection de l'immeuble. Il vérifie tous les appartements terrasses tous les trimestres pour déceler les problèmes de sécurité et d'entretien. Damon accéléra le pas. Ils arrivent dans 2 heures. D'accord, et c'est un problème parce que la chambre n'est pas propre. Imani cligna des yeux. J'ai nettoyé la chambre ce matin, elle est impeccable. Tu ne comprends pas. Damon passa la main dans ses cheveux, les ébouriffant d'une façon qu'Imani ne lui avait jamais vue. J'ai fait une crise la nuit dernière, une mauvaise. Ma chambre est dans un état lamentable. Une crise? C'est mon syndrome de stress post-traumatique, je fais parfois des cauchemars. Quand ils vont mal, Damon s'interrompit, la mâchoire serrée. Va voir. Imani se dirigea vers la chambre, ouvrit la porte et s'arrêta net, morte. La chambre était dévastée. Le lit était détruit, les couvertures pliées en deux sur le sol, les oreillers éparpillés, les draps arrachés des coins. Des livres étaient tombés de la table de chevet. Il y avait un morceau de verre brisé sur le sol. Même les rideaux étaient à moitié arrachés de leurs tringles. Ce n'était pas simplement une chambre en désordre. C'était la preuve qu'elle était au bord de la crise de nerfs. Mon Dieu, murmura Imani. Damon apparut derrière elle et elle perçut la honte dans sa voix. Je t'avais dit que c'était grave. Que s'est-il passé? J'ai fait un cauchemar à propos d'un événement du passé. La voix de Damon était monocorde, sans émotion. Quand les gens parlent de traumatisme, on sent qu'ils l'ont revécu des milliers de fois. À mon réveil, j'étais désorientée. Je ne savais plus où j'étais. J'avais l'impression d'être de retour dans la maison en flammes et j'essayais de m'en échapper. Il désigna d'un geste désemparé les décombres. Imani se tourna vers lui et, pour la première fois depuis leur rencontre, Damon Castellano lui parut petit, vulnérable, humain. « Combien de temps avons-nous avant l'arrivée des inspecteurs » demanda Imani. 1h45. Alors il vaut mieux commencer. Ils travaillèrent ensemble dans un silence intense. Imani a défait le lit et l'a refait avec des draps propres pendant que Damon ramassait les morceaux de verre et pongeait l'eau. Elle a remis les rideaux en place pendant qu'il rangeait les livres. Elle a passé l'aspirateur pendant qu'il nettoyait toutes les surfaces. À un moment donné, ils ont tous deux tendu la main vers le même oreiller. Leurs mains se sont frôlées. Cette sensation électrique familière les a traversés, mais aucun des deux ne s'est éloigné. Ils restèrent là, mains jointes, regards croisés, une présence intense et profonde s'installant entre eux. « Merci, murmura Damon, de ne pas avoir posé de questions, juste de m'avoir aidé. »« De rien. » Un silence pesant s'installa entre eux, chargé d'une tension indicible. Puis le téléphone de Damon vibra, une notification. « Inspection dans 30 minutes. » Ils se séparèrent et reprirent leur travail. La chambre était impeccable lorsque les inspecteurs du bâtiment arrivèrent. 2 personnes, une femme blanche d'âge mûr avec un bloc-notes et un jeune homme latino avec une tablette, se présentèrent à 14h30 précise. « Bonjour, » dit la femme avec un sourire professionnel. « Je suis Janet Harris, responsable de l'immeuble. Voici mon collègue, Carlos Reyes. Nous sommes ici pour l'inspection trimestrielle. Monsieur Castellano est-il disponible? Il est en réunion, mentit Imani avec aisance, car Damon lui avait expressément demandé de gérer cela sans le déranger. Je suis Imani Banks, son intendante. Je peux vous faire visiter. L'inspection s'est bien déroulée. Janet et Carlos ont vérifié les détecteurs de fumée, testé la pression de l'eau et examiné les bouches d'aération du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Tout était parfait, évidemment. C'était l'espace de Damon, et rien n'y était jamais autrement que parfait. Arrivé dans la chambre, Imani retint son souffle. Janet fit le tour de la maison, vérifiant les fenêtres, testant les prises électriques, prenant des notes sur son bloc-notes. « Tout est parfait ici », dit-elle finalement. Monsieur Castellano entretient sa propriété à merveille. Imani laissa échapper un souffle qu'elle ne savait même pas retenir. Après le départ des inspecteurs, elle trouva Damon dans son bureau, le regard rivé sur l'écran de son ordinateur. « Ils sont partis », dit-elle depuis l'embrasure de la porte. Tout était conforme. Les épaules de Damon s'affaissèrent de soulagement. « Merci d'avoir tout couvert, d'avoir nettoyé,
2. Il se tourna vers elle. Merci de ne pas m'avoir fait me sentir comme un monstre dans cette chambre. Tu n'es pas un monstre. J'ai saccagé ma chambre en pleine nuit parce que je croyais être piégée dans un incendie vieux de 13 ans. C'est ça, la définition même d'un monstre. Imani entra dans le bureau et s'assit sur la chaise en face de son bureau, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Elle se sentait présomptueuse. Mais à cet instant précis, Damon n'avait pas l'allure d'un PDG milliardaire et puissant. Il avait l'air d'un homme brisé, qui avait besoin qu'on le voie. Parle-moi de l'incendie, dit Imani d'une voix douce. S'il te plaît, ajouta-t-elle comme une pensée après coup. Damon resta silencieux, si longtemps qu'Imani crut qu'il n'allait pas répondre. Puis il commença à parler. J'avais 8 ans, dit Damon d'une voix lointaine. Mon père travaillait de longues heures, alors il n'y avait généralement que ma petite sœur, Aria, et moi. Elle avait 6 ans. Ma mère travaillait le soir, alors nous étions souvent seuls. Il marqua une pause, et Imani remarqua que ses mains tremblaient légèrement. J'étais un enfant turbulent, indiscipliné, je n'écoutais jamais, je ne respectais jamais les règles. Mon père disait souvent que j'avais trop d'énergie et pas assez de bon sens. Le rire de Damon était amer. Il avait raison. Que s'est-il passé? J'ai trouvé le briquet de mon père. On m'avait répété 1000 fois de ne pas jouer avec le feu. Mais j'avais 8 ans, j'étais bête et je croyais savoir mieux que les autres. La voix de Damon se faisait plus tendue, plus crispée. J'étais dans ma chambre, j'allumais des allumettes et je les regardais brûler. C'était fascinant. La façon dont la flamme bougeait, la chaleur, la puissance du phénomène. Imani comprit où il voulait en venir, mais elle garda le silence, le laissant raconter. Une des allumettes tomba sur mon couvre-lit. Elle prit feu. J'ai essayé d'éteindre le feu, mais il s'est propagé si vite. En quelques secondes, tout le lit était en feu. Puis les rideaux, puis les murs. La respiration de Damon s'accélérait. J'ai couru chercher Aria. Je pensais qu'on pourrait s'en sortir ensemble. Mais la fumée était si épaisse, la chaleur si intense, et j'étais si jeune, je ne savais pas quoi faire. Damon, mon père, est rentré plus tôt que prévu. Il nous a entendus crier. Il s'est précipité dans la maison et nous a fait sortir. La voix de Damon s'est brisée. Mais ensuite, il est retourné chercher notre animal de compagnie. C'était un chaton que nous avions adopté il y a 1 mois à peine. Il était si précieux pour Aria et moi. Imani sentit les larmes lui monter aux yeux. La maison commença à s'effondrer alors qu'il était à l'intérieur. Nous l'avons entendu crier. Nous l'avons entendu. Damon s'est arrêté, incapable de continuer un instant. Quand il reprit la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure. Aria courut vers la maison. Elle essayait de le sauver. J'ai essayé de la retenir, mais j'étais trop lent. Le mur de façade s'est effondré sur elle. Mon Dieu! Mon père est mort dans l'incendie. Aria est décédée 3 heures plus tard à l'hôpital. Ma mère. Les mains de Damon tremblaient maintenant violemment. Ma mère a complètement craqué. Elle ne pouvait plus me regarder, elle ne supportait plus d'être dans la même pièce que moi. J'avais tué son mari et sa fille, j'avais détruit son monde. C'était un accident. Tu étais enfant. Ça n'a pas d'importance. La voix de Damon était dure. C'est de ma faute. Mon imprudence, ma stupidité, mon incapacité totale à suivre des règles simples. Ma mère a donc cédé la garde à mon oncle, le frère de mon père, avec qui il était brouillé, et que j'avais rencontré peut-être 2 fois. C'était un milliardaire, qui avait déjà fait fortune dans la tech. As-tu revu ta mère? 1 fois, aux funérailles. Elle me regarda comme si j'étais un monstre, comme si j'avais personnellement assassiné sa famille. Je n'ai jamais oublié ce regard. Damon avait les yeux perdus dans le vague, replongeant dans ce moment. Mon oncle m'a élevé, m'a offert tout ce que l'argent pouvait acheter, m'a envoyé dans les meilleures écoles, m'a légué toute sa fortune à sa mort il y a 5 ans. Mais il ne m'a jamais laissé oublier ce que j'avais fait, ce que j'avais détruit. Le cœur d'Imani se serrait pour cet homme qui portait ce fardeau de culpabilité depuis près de 25 ans. C'est pour ça que tu as des TOC? Demanda Imani doucement. Le besoin de contrôle? Les psychiatres disent que c'est une réaction à un traumatisme. J'ai perdu le contrôle 1 fois et ça a tout détruit. Maintenant, je ne supporte plus le moindre chaos. Tout doit être parfait, ordonné, propre, sûr. Le rire de Damon était forcé. Mes TOC sont ma punition, ma prison, et je le mérite. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. J'ai tué 2 personnes, Imani, parce que je n'ai pas su respecter une simple règle. Damon finit par la regarder, et ses yeux étaient emplis de dégoût de soi. Alors oui, je mérite de vivre ainsi, dans cette cage stérile que j'ai moi-même construite.
C'est la moindre des choses. Imani se leva et contourna le bureau. Damon la regarda avec méfiance, comme s'il ignorait ce qu'elle allait faire. Elle tendit la main. « Que fais-tu » demanda Damon. « Donne-moi ta main. » Imani, fais-le. Doucement, Damon prit sa main dans la sienne. La sensation grisante était là, comme toujours. Mais cette fois, Imani ne se laissa pas distraire. Elle lui serra doucement la main et dit « Tu avais 8 ans, tu étais un enfant. Ce qui s'est passé est un tragique accident, mais ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez tué personne. Vous n'avez rien détruit intentionnellement. Tu n'étais qu'un enfant qui a fait une erreur. Tu ne comprends pas. Je comprends que tu te punis depuis 24 ans pour quelque chose qui n'était pas de ta faute. Je comprends que ta mère était en deuil et souffrait, et qu'elle n'aurait pas dû te regarder ainsi. Je comprends que ton oncle aurait dû te payer une thérapie au lieu de te donner de l'argent à tout va. » La voix d'Imani était ferme. « Et je comprends que vivre dans cette prison parfaite, ce n'est pas honorer ton père et ta sœur. Ça te tue à petit feu. » Les yeux de Damon brillaient de larmes retenues. « Je ne peux pas lâcher prise. Si je le fais, tu ne détruiras pas le monde. Tu recommenceras simplement à y vivre. » Ils restèrent ainsi un long moment, mains jointes, comme si quelque chose de profond s'était instauré entre eux. Puis Damon retira doucement sa main et dit « Merci de m'avoir écouté. » « De rien. » Imani se retourna pour partir, mais la voix de Damon l'arrêta. « Imani, demain c'est dimanche, ton jour de congé. Tu veux bien ?» Il hésita, comme s'il ne savait pas comment terminer sa phrase. « Cela vous dérangerait-il si je vous accompagnais rendre visite à votre mère ?» Imani se retourna, surprise. « Vous voulez venir à l'hôpital ? Je sais que j'ai des appréhensions concernant les hôpitaux, les microbes, la contamination, tout ça. Mais j'aimerais rencontrer la femme qui a élevé quelqu'un comme vous, si cela ne vous dérange pas. » Une douce chaleur s'installa dans la poitrine d'Imani. « Oui, » murmura-t-elle. « Ça irait. Si vous pensez que Damon et Imani sont en train de tomber amoureux et que vous voulez voir la suite, commentez « Couper amoureux ». Cliquez sur « J'aime » si vous êtes touché par le destin de ces deux âmes brisées qui se retrouvent, et continuez à regarder car cet épisode vous fera vivre des montagnes russes émotionnelles qui se termineront de la plus belle des manières. Dimanche matin, le ciel était frais et dégagé. Une de ces journées d'automne à Chicago, qui donnent à la ville un air presque magique. Imani se tenait devant l'hôpital du comté de Cook à 9 heures du matin, consultant son téléphone pour la 3e fois. Damon lui avait envoyé un SMS 20 minutes plus tôt. « J'arrive. La circulation est dense. » Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il venait vraiment. Damon Castellano, milliardaire hypocondriaque souffrant d'une phobie des hôpitaux, se rendait volontairement dans l'endroit qu'il trouvait le plus répugnant. Pour elle, une élégante voiture noire s'arrêta au bord du trottoir et Damon en sortit de la banquette arrière. Imani eut le souffle coupé. Il était beau. Vraiment beau. Il s'était habillé de façon décontractée, ou du moins ce qu'il considérait comme tel, un jean foncé, un t-shirt en lait gris qui mettait en valeur sa musculature et une veste en cuir qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe d'Imani. Mais c'est son visage qui fit battre le cœur d'Imani plus fort. Il avait l'air nerveux. Vulnérable. Humaine. Et, dit Damon en s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Et à toi aussi. Imani remarqua qu'il portait un petit sac. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle. Des provisions. Damon ouvrit le sac et découvrit du gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes, des gants jetables et un petit flacon pulvérisateur contenant probablement un produit capable d'éliminer tous les germes connus. Je vais à l'hôpital. Je dois être prêt. Imani avait envie de se moquer de lui, mais le simple fait qu'il fasse ça, qu'il affronte l'une de ses plus grandes peurs juste pour rencontrer sa mère, lui serra la gorge. « Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais, » dit doucement Imani. « Je sais combien c'est difficile pour toi. »« Je veux le faire, » répondit Damon en la regardant dans les yeux. « Je veux rencontrer la femme qui a élevé une personne assez forte pour me tenir tête. » Une douce chaleur s'est emparée de la poitrine d'Imani. Elle est encore sous l'effet des médicaments. Elle ne se réveillera peut-être même pas. Ce n'est pas grave. Je veux juste être là. Avec toi. Ces mots planaient entre eux, lourds de sens. Aucun des deux n'était prêt à les examiner de trop près. D'accord, finit par dire Imani. Mais si tu dois partir à un moment donné, dis-le-moi. Je n'aurai aucun problème. Il n'allait pas bien. Damon avait à peine fait 17 pas dans l'hôpital que sa respiration devint superficielle. Ça va ? Demanda Imani, le voyant fixer le distributeur de gel hydroalcoolique au mur comme s'il allait l'attaquer. Très bien, dit Damon d'un ton sec. Il sortit son propre gel hydroalcoolique,
s'en appliqua généreusement, puis enfila une paire de gants jetables. Parfait. Ils prirent l'ascenseur avec 3 autres personnes. Damon se plaqua aussitôt dans un coin, cherchant à éviter tout contact. Sa mâchoire était si serrée qu'Imani pouvait voir ses muscles se contracter. Lorsqu'une infirmière, munie d'un bloc-notes, effleura accidentellement son bras, Damon sursauta si violemment qu'il faillit heurter le mur. « Excusez-moi » dit l'infirmière d'un ton enjoué, sans se rendre compte de sa détresse. Damon ne répondit pas. Il resta là, immobile. Imani tendit la main et lui toucha la main, le petit bout de peau entre son gant et la manche de sa veste. Leurs regards se croisèrent et elle vit la panique s'estomper légèrement. « Tu te débrouilles super bien » murmura Imani. « Je fais une crise d'angoisse dans un ascenseur. Mais tu es toujours là, c'est le principal. » Les doigts de Damon se crispèrent légèrement, comme s'il voulait lui prendre la main, mais l'ascenseur sonna et les portes s'ouvrirent. Ils arrivèrent à la chambre de maman Loretta sans que Damon ne s'échappe, ce qu'Imani considéra comme une victoire. Maman Loretta était réveillée. Pour la première fois depuis l'opération, ses yeux étaient ouverts et vifs, et lorsqu'elle vit Imani, son visage s'illumina d'un sourire qui fit chavirer le cœur d'Imani. « Ma petite fille » dit maman d'une voix rauque à cause de la sonde d'intubation qu'on lui avait retirée la veille. « Viens ici. » Imani s'est précipitée au chevet de sa mère et l'a serrée délicatement dans ses bras, en prenant soin de ne pas toucher aux perfusions. « Maman, tu es réveillée. Comment te sens-tu ? » Comme si j'avais été percutée par un camion, mais je suis vivante. Le regard de sa mère se porta sur Damon, qui se tenait maladroitement près de la porte, évitant visiblement de toucher le moins de surface possible. « Et qui est ce bel homme que tu as amené avec toi ?» Imani sentit son visage s'empourprer. « Maman, voici Damon, mon patron. »« Votre patron ?» Le regard de maman s'aiguisa malgré sa faiblesse. « Celui qui a payé mes frais médicaux ? » « Oui, madame, » répondit Damon en s'avançant prudemment. Il ne tendit pas la main, incapable à cause de sa phobie des gants, mais il hocha la tête respectueusement. « C'est un honneur de vous rencontrer, madame Banks. Votre fille vous est très reconnaissante. »« Ah bon ?» Maman scrutait Damon avec une intensité qui mettait Imani mal à l'aise. Loretta Banks se remettait peut-être d'une lourde opération, mais son instinct maternel était toujours au beau fixe. Et comment le patron de ma fille allait-il se retrouver à payer 300 000 $ de frais médicaux ? Oh non. Maman, je t'ai dit que j'avais trouvé un nouveau travail. Un travail payé 300 000 $ d'avance, pour une fille sans diplôme ? Les yeux de maman ne quittaient pas Damon. Ce n'est pas un travail, mon chéri. C'est une toute autre histoire. Damon, à son crédit, n'a pas bronché. Votre fille rembourse sa dette en travaillant. Elle sera ma gouvernante pour les 2 prochaines années, payée à un tarif horaire qui couvrira les frais médicaux ? 2 ans de servitude pour payer mes factures médicales. La voix de maman était monocorde. Alors tu as acheté ma fille. Je n'ai pas cédé. Vous l'avez piégée dans un contrat qu'elle ne pouvait refuser, car l'alternative était de me laisser mourir. La voix de maman se faisait plus forte, alimentée par une colère justifiée. Ce n'est pas de la générosité, monsieur Castellano. C'est de la coercition. Un silence de mort s'installa dans la salle. Imani n'avait jamais entendu personne parler ainsi à Damon. La plupart des gens étaient trop intimidés par sa richesse et son pouvoir. Mais Loretta Banks avait passé 20 ans à élever seule sa fille, tout en cumulant 2 emplois et en luttant contre la pauvreté. Un milliardaire possessif ne l'effrayait pas, tu as raison, dit Damon d'une voix douce. Imani tourna brusquement la tête pour le fixer. Quoi ? Ta mère a raison. Je t'ai forcé. J'ai profité de ton désespoir pour obtenir ce que je voulais. La voix de Damon était assurée, mais ses yeux trahissaient sa souffrance. Sur le moment, je me suis dit que ce n'était qu'une affaire, une simple transaction. Mais la vérité est bien plus complexe. Quelle vérité ? Demanda maman d'un ton sec. Damon regarda Imani, et une lueur de vulnérabilité traversa son visage. La vérité, c'est que ta fille est la seule personne qui m'ait jamais touchée sans que je me sente souillée. La vérité, c'est que je l'ai piégée dans cette situation parce que je suis égoïste et brisée, et je voulais comprendre pourquoi elle m'affecte ainsi. Damon se tourna vers sa mère, Loretta. La vérité, c'est que je suis en train de tomber amoureux de votre fille, et je ne sais pas comment gérer ça sans essayer de le contrôler. Imani en avait oublié comment respirer. Damon venait-il vraiment de lui dire qu'il était en train de tomber amoureux d'elle ? Maman Loretta fixa Damon longuement. Puis elle dit, « Asseyez-vous, monsieur Castellano. » Parlons-en. Damon était assis sur la chaise à côté du lit de sa mère, l'air plus nerveux qu'Imani ne l'avait jamais vu. « Tu as des TOC ?» demanda sa mère sans détour.
Oui, madame. Un traumatisme? Oui. Vous suivez une thérapie? Non. L'expression de maman en disait long sur ce qu'elle pensait de cette réponse. Pourquoi pas? Parce que je ne mérite pas d'aller mieux. J'ai provoqué un incendie à 8 ans qui a tué mon père et ma petite sœur. Mes TOC sont ma punition pour ça. Maman resta silencieuse un instant. Puis elle dit, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Damon cligna des yeux. Pardon? Vous m'avez bien entendu. Le plus bête. Rien du tout. Maman se remua dans son lit, grimaçant légèrement. Tu étais un enfant. Les enfants font des erreurs. Des erreurs tragiques, terribles parfois, mais des erreurs tout de même. S'infliger une telle punition pour le restant de ses jours n'honore pas la mémoire de ceux qu'on a perdus. C'est gâcher la vie qu'il nous reste. Madame Banks? Et utiliser ma fille comme cobaye pour comprendre vos sentiments? C'est égoïste et inadmissible. Le regard de maman était féroce à présent. Mais je vois bien que tu le sais. Je vois bien que tu te sens coupable. Voilà ce qui va se passer. Tout le monde a attendu. Tu devrais aller en thérapie. De la vraie thérapie, pas seulement des médicaments. Tu vas régler tes problèmes comme un adulte au lieu de te cacher derrière ton argent et ton besoin de contrôle. Maman a pointé Damon du doigt. Et vous allez libérer ma fille de ce contrat, immédiatement. Maman, protesta Imani. Chut, ma chérie. Je n'ai pas fini. Maman a pointé son doigt vers Imani. Et vers toi. Si tu veux continuer à travailler pour cet homme, c'est ton choix. Mais ça doit être un choix, pas une obligation. Tu comprends? Imani hocha la tête, trop abasourdie pour parler. Maman se retourna vers Damon. Tu aimes ma fille? C'est compliqué. L'amour est toujours compliqué. Mais ça ne doit pas être intéressé. Si tu veux être avec Imani, fais-lui la cour comme il faut. Sors avec elle. Vous la traitez avec respect et dignité. Et si elle vous choisit, c'est parce qu'elle vous veut, pas parce qu'elle vous doit quelque chose. C'est clair? Oui, madame. Bien. Maman se laissa retomber sur ses oreillers, l'air soudain épuisé. Quand tu auras fini, je pourrai te remercier comme il se doit de m'avoir sauvé, sans avoir l'impression que ma fille s'est sacrifiée pour cela. Imani et Damon se tenaient sur le parking de l'hôpital, sans savoir quoi dire. Finalement, Damon rompit le silence, ta mère est terrifiante. Malgré tout, Imani a ri. Oui, elle est vraiment à part. Et elle a raison. À propos de tout. Damon se tourna complètement vers Imani. Je te libère de ton contrat. C'est définitif. Votre dette est annulée. Vous êtes libre. Le cœur d'Imani s'est serré. Quoi? Non. Damon, l'argent. L'argent n'a aucune importance. Ça n'a jamais eu d'importance. La voix de Damon était intense. Ce qui compte, c'est que je t'ai piégé dans une situation que tu n'as pas choisie. Et c'était une erreur. Alors je la corrige. Mais je ne veux pas. Laissez-moi terminer. Damon prit une inspiration. Je vous libère de votre contrat. Mais je vous demande aussi si vous envisageriez de rester. Pas en tant qu'employé. En tant que, autre chose. Autre chose? Je ne sais pas encore comment le décrire. Mais je sais que quand tu es là, mon appartement ressemble à un foyer et non à une cage stérile. Je sais que quand tu me touches, je me sens vivante pour la première fois depuis 24 ans. Je sais que tu me donnes envie d'être meilleure. Pour obtenir de l'aide. Pour vivre pleinement au lieu de simplement exister. Les yeux d'Imani brûlaient de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Damon, tu n'es pas obligé de répondre maintenant. Prends ton temps. Réfléchis-y. Mais Imani, sache que si tu pars maintenant, je comprendrai. Et je ferai tout pour que ta mère reçoive les meilleurs soins possibles jusqu'à la fin de ses jours. Sans aucune condition. Aucune dette. Juste parce que tu le mérites. Cet homme brisé, complexe, impossible, lui offrait la liberté. Et Imani ne désirait qu'une chose, le choisir. Il faut que je réfléchisse, finit-elle par dire. C'est beaucoup, je sais. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Damon appela son chauffeur pour qu'il ramène Imani chez elle. Alors que la voiture démarrait, Imani se retourna et le vit debout sur le parking, plus seule qu'elle ne l'avait jamais vu. 3 jours plus tard. Imani n'était pas retournée aux Pentouzes. Pendant 3 jours, elle resta à l'écart, réfléchissant, digérant les événements, essayant de comprendre ce qu'elle voulait. Damon avait tenu parole. Il lui avait envoyé une quittance officielle, signée et notariée, résiliant le contrat. Sa dette était effacée. Elle était libre. Et les factures médicales de maman continuaient d'être payées, même si Imani ne travaillait plus pour Damon.
Le troisième jour, Keisha est arrivée avec des pizzas et du vin. Allez, parle-moi, a dit Keisha en s'affalant sur le vieux canapé miteux d'Imani. Tu n'as donné aucune nouvelle depuis 3 jours. Que se passe-t-il? Imani lui a tout raconté, la rupture du contrat, les aveux de Damon, l'intervention de sa mère. Quand elle eut fini, Keisha resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, est-ce que tu l'aimes? Je ne sais pas. Peut-être. C'est compliqué. C'est toujours compliqué avec toi. Keisha prit une bouchée de pizza. Mais voici la vraie question. Veux-tu savoir si tu l'aimes? Car c'est différent d'en être sûr. Imani voulait-elle le savoir? Elle repensait au regard vulnérable de Damon lorsqu'il avait parlé de l'incendie. La façon dont il avait surmonté sa phobie des hôpitaux pour rencontrer sa mère. L'électricité qui jaillissait entre eux à chaque contact. La façon dont il l'avait libéré, même si cela lui avait tout coûté. Oui, dit Imani d'une voix douce. Je crois bien. Alors qu'est-ce que tu attends? Va chercher ton homme. Imani se présenta aux pentouses de Damon à 18h un jeudi, le cœur battant la chamade. Elle utilisa la carte magnétique qu'il ne lui avait jamais demandé de rendre et prit l'ascenseur. Le Penthouse était plongé dans l'obscurité à son arrivée. Pas de lumière. Pas de son. Damon? Appela Imani. Pas de réponse. Elle traversa le salon et remarqua quelque chose qui la figea sur place. Il y avait de la vaisselle sale dans l'évier. Une tasse de café sur le comptoir. Une veste jetée sur une chaise au lieu d'être rangée dans l'armoire. L'ordre parfait de Damon était en train de se défaire. Il n'avait pas encore rappelé son personnel de maison. Elle le trouva dans sa chambre, assis par terre, le dos contre le lit, le regard dans le vide. La pièce était sens dessus-dessous. Pas aussi terrible qu'après son cauchemar, mais certainement pas l'espace immaculé auquel Imani était habitué. Damon? Il leva les yeux. Sa surprise était presque comique. Imani? Que fais-tu ici? Je suis venu te donner ma réponse. Damon se leva lentement, le visage impassible. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir quelque chose. Imani s'est approchée. Ce premier soir-là. Dans votre bureau. As-tu vraiment ressenti quelque chose quand on s'est touché? Ou était-ce juste une ruse pour me piéger? Je l'ai senti. La voix de Damon était rauque, sincère. J'ai passé ma vie à fuir le contact humain, et puis tu as saisi mon poignet et je me suis senti vivant. Ça m'a terrifié. Alors je t'ai piégé parce que je suis égoïste et que je voulais comprendre. Te comprendre. Et vous? Vous me comprenez? Non. Mais je veux consacrer tout le temps qu'il faudra à apprendre. Imani réduisit la distance qui les séparait jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. J'ai des conditions, a-t-elle déclaré fermement. N'importe lesquelles. D'abord, vous commencez une thérapie, une vraie thérapie, cette semaine. Voilà. Deuxièmement, tu arrêtes d'utiliser tes TOC comme une punition. Tu travailles à aller mieux parce que tu mérites de guérir, et non parce que je te le demande. D'accord. Troisièmement, on se fréquente comme des gens normaux. Tu m'emmènes dîner. On va au cinéma. On essaie de comprendre si cette alchimie entre nous est réelle ou juste une étrange réaction psychologique à un traumatisme et au désespoir. Les lèvres de Damon esquissèrent un sourire. Ce sont des conditions justes. Et quatrièmement, Imani tendit la main et prit la sienne, ressentant tous deux ce choc familier les parcourir. Tu m'as laissé t'aider à réparer les dégâts. Parce que les partenaires ne laissent pas leur partenaire sombrer seul. Les yeux de Damon s'illuminèrent d'émotion. Partenaire? Si vous le souhaitez. Au lieu de répondre, Damon fit quelque chose qui les choqua tous les deux. Il l'attira contre lui et l'enlaça tendrement. Imani eut un hoquet de surprise. Le fait que Damon la touche aussi librement la choquait toujours profondément. À chaque fois. Damon, TTOC. Ça ne va pas te faire paniquer? Je pensais que si, murmura Damon dans ses cheveux. Mais non. Avec toi, non. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, sentant l'électricité circuler entre eux. Pas seulement l'étrange choc, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose de réel. Finalement, Damon recula légèrement pour la regarder. Il faut que je teste quelque chose, dit-il doucement. Tester quoi? Une théorie. Pourquoi puis-je te toucher sans me sentir souillé? Le pouce de Damon caressa sa mâchoire, son regard intense. Je crois que tu es mon antidote. La seule personne capable de me libérer de mes compulsions. Mais je dois en être sûr. Comment le vérifier? Le regard de Damon se posa sur ses lèvres. Si je parviens à t'embrasser sans reculer ni paniquer, je saurai avec certitude que ce que je ressens pour toi est plus fort que mon trouble.
Le cœur d'Imani battait, si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Et si tu n'y arrives pas? Alors on trouvera une solution ensemble. Mais Imani, je dois savoir. Puis-je t'embrasser? Au lieu de répondre, Imani se hissa sur la pointe des pieds et réduisit la distance qui les séparait. Au moment où les lèvres de Damon effleurèrent celles d'Imani, le temps s'arrêta. Ce n'était pas seulement la sensation de frissons agréables qui parcourait chaque terminaison nerveuse. C'était la façon dont Damon l'embrassait, comme si elle était précieuse. Comme si elle était la réponse à une question qu'il se posait depuis toujours. Une de ses mains encadrait son visage, l'autre l'enlaçait par la taille, l'attirant contre lui. Et il ne se dégagea pas. Il ne paniqua pas, ne recula pas. Il l'embrassa plus profondément, comme s'il se noyait et qu'elle était l'air qu'il respirait. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Damon pressa son front contre le sien. « Je crois que j'ai trouvé mon remède », murmura-t-il. Le rire d'Imani était tremblant, empreint d'émotion. C'était très naturel. « Je suis sérieuse. Tu es le remède à tout ce qui est brisé en moi. Je ne suis pas un remède, Damon. Je suis juste une personne. » Imani recula pour le regarder en face. « Tu as encore besoin de thérapie. Tu dois encore travailler sur toi-même. Je ne peux pas te réparer. Je le sais. Mais tu me donnes envie de me réparer moi-même. C'est plus que quiconque n'avait jamais fait. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus lentement cette fois, plus tendrement. Et puis le téléphone d'Imani sonna. Elle gémit et le retira. L'hôpital. Allô? Madame Banks? Ici le docteur Smith. Je voulais vous informer que votre mère sortira de l'hôpital dans une semaine environ. Son rétablissement a dépassé toutes nos espérances. Imani sentit les larmes lui monter aux yeux. Vraiment? Elle peut rentrer à la maison? Oui. Elle aura besoin d'un suivi médical régulier, mais le cancer est en rémission. Votre mère a vaincu la maladie, Madame Banks. Après avoir raccroché, Imani se tourna vers Damon, les larmes ruisselant sur ses joues. Maman rentre. Elle s'en est sortie. Elle avait réussi à s'en sortir. Damon la serra de nouveau dans ses bras, et Imani sentit sa poitrine trembler d'émotion. Ils restèrent ainsi dans sa chambre en désordre, enlacés, deux êtres brisés qui avaient trouvé du réconfort l'un auprès de l'autre. La vie était parfaite pour eux à cet instant précis, mais une personne du passé allait tout bouleverser. Une semaine plus tard, on frappa à la porte de Damon à 15 heures, un mardi. Damon l'ouvrit et découvrit une femme qu'il n'avait pas vue depuis l'âge de 8 ans. Sa mère. Bonjour, Damon. Damon se sentit soudainement glacé. Comment m'avez-vous trouvé? Vous êtes un PDG milliardaire. Vous n'êtes pas difficile à trouver. Sa mère, Catherine Castellano, entra dans le Penthouse sans y être invitée. Il faut qu'on parle. À ce moment précis, Imani sortit de la cuisine, ayant entendu la conversation étouffée depuis l'entrée. Un torchon à la main, Catherine la dévisagea et lança un regard méprisant. Qui est-ce? Ta copine? Ta femme? Demanda-t-elle avec une telle méchanceté, adressée à Imani, que cette dernière recula, surprise par la violence de la remarque. Pourquoi ça t'intéresse? Rétorqua Damon, remarquant le malaise d'Imani. Tu as cessé de te soucier de ma vie il y a des années, tu te souviens? Tu ne mérites pas le bonheur, Damon. Pas après ce que tu as fait à cette famille. Imani resta figée sur le seuil de la cuisine, un torchon à la main, observant cet inconnu s'en prendre violemment à son patron, une violence qui rendait l'atmosphère pesante. « Maman, s'il te plaît. » La voix de Damon était tendue, toute sa confiance habituelle avait disparu. « Ne m'appelle pas comme ça. » La femme, la mère de Damon, s'emporta. « Tu as perdu le droit de m'appeler ainsi il y a des années, quand tu as ôté la vie à mon mari et à ma fille. » Imani en resta bouche bée. C'était la mère de Damon? La femme qu'il avait abandonnée après l'incendie? Je ne les ai pas tués. C'était un accident. Un accident que vous avez provoqué. Un accident qui a tout détruit. La mère de Damon s'approcha, le doigt pointé sur sa poitrine. Et puis tu m'as abandonné, tu m'as laissé pourrir dans cet établissement pendant que tu partais vivre dans le luxe grâce à l'argent de ton oncle. Tu n'es même pas venu me voir. Pas une seule fois. Tu as dit au médecin que tu ne voulais pas me voir. La voix de Damon montait, désespérée. Tu as dit que me regarder te rendait malade. Alors tu as abandonné? Tu as tourné le dos à ta propre mère? J'avais 8 ans. Les mots planèrent comme une bombe, le visage de la mère de Damon se tordant sous l'effet d'un mélange de chagrin et de fureur. Et maintenant, j'apprends que tu joues à la famille avec une fille? Que tu comptes être heureux? Que tu comptes oublier ce que tu as fait et passer à autre chose? Elle se tourna vers Imani et la fixa droit dans les yeux. C'est elle?
C'est la fille qui, tu crois, peut te sauver? Espèce d'enfoiré sans cœur. Arrêtez. Lança Imani d'un ton ferme, s'interposant entre Damon et sa mère. Arrête. Catherine s'en prit violemment à Imani. Ça ne te regarde pas, ma petite. Oui, bien sûr, parce que je l'aime. Et je ne vais pas rester là à te laisser le maltraiter pour quelque chose qui s'est passé quand il était enfant. Tu ne comprends pas ce qu'il m'a pris. Je comprends le chagrin. Je comprends la perte. Ma mère a failli mourir d'un cancer. J'ai passé des mois à la regarder dépérir, sachant que je risquais de perdre la seule mère qui me restait. La voix d'Imani était calme et forte. Et vous savez ce que je n'ai jamais fait? Je ne lui ai jamais reproché d'être tombée malade. Je ne lui ai jamais dit qu'elle ne méritait pas de vivre, car ce n'est pas de l'amour. C'est de la cruauté. Catherine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Damon avait 8 ans, poursuivit Imani. Un enfant. Et au lieu de l'aider à surmonter le traumatisme d'avoir vu son père et sa sœur mourir, vous l'avez abandonné. Tu lui as dit que c'était un meurtrier. Tu l'as regardé avec haine et dégoût, puis tu es parti. Il m'a enlevé ma famille. Un incendie a emporté votre famille. Un accident a emporté votre famille. La voix d'Imani s'éleva. Damon a lui aussi perdu son père et sa sœur. Puis sa mère, car tu étais trop accablé par le chagrin pour voir qu'il te restait un fils qui avait besoin de toi. Tu souffrais de cette perte? Lui aussi souffrait de cette perte, et de la culpabilité de se sentir responsable. Je ne peux imaginer votre douleur de mère et d'épouse, de vivre tout cela en une seule journée. Je comprends, dans une certaine mesure, que vous le haïssiez pour cela, mais le rayer complètement de votre vie? Pouvez-vous imaginer? Les larmes montèrent aux yeux d'Imani, malgré ses efforts désespérés pour les retenir. Pouvez-vous imaginer un petit garçon de 8 ans qui vient de perdre son père et sa sœur, rejeté par le seul parent qui lui restait? La seule personne vers qui il pouvait se tourner pour trouver du réconfort? Catherine pleurait à présent, des larmes silencieuses coulant sur son visage. J'ai passé 20 ans en institution, murmura-t-elle. Hôpitaux psychiatriques. Centre de traitement. Vous savez ce que ça fait à une personne? Franchement, je n'arrive pas à l'imaginer. Je ne vais pas mentir et dire que je comprends. Mais Damon a passé ces mêmes années à se punir pour ça. Ensemble, vous auriez pu vous entraider pour guérir. Séparés, les choses n'ont fait qu'empirer. La mère et le fils se fixaient du regard à travers le Penthouse, 2 êtres brisés par la même tragédie, séparés par la culpabilité, le chagrin et le temps. Je voulais te voir, dit Damon d'une voix douce. Après l'incendie, j'ai essayé de venir te voir à l'hôpital, mais ils ont dit que tu ne voulais pas me voir. Je ne pouvais pas te regarder sans voir le visage de ton père, le sourire de ta sœur. Tout ce que j'avais perdu. Alors tu m'as perdu aussi. Le visage de Catherine se décomposa. Je sais que je t'ai laissé tomber. J'étais submergée par le chagrin et je t'ai laissé sombrer avec moi. Et je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'étaient les excuses dont Damon avait besoin depuis des années. Il resta figé, sans savoir quoi répondre. Imani le poussa doucement en avant. Parle-lui. Parlez-en vraiment. Tous les deux. Elle s'est éclipsée vers la cuisine. 3 heures plus tard, Imani trouva Damon et Catherine assis sur le canapé, un album photo ouvert entre eux. Ils regardaient des photos d'avant l'incendie. Une famille de 4, souriante, heureuse, unie. Voici Aria, dit Catherine en désignant une petite fille aux couettes. Elle te ressemblait tellement. Insouciante, sauvage et pleine de vie. Je ne me souviens pas de son rire, admit Damon à voix basse. J'ai essayé, mais je n'arrive pas à me rappeler à quoi il ressemblait. C'était comme des cloches, aigus, clairs et joyeux. La voix de Catherine était étranglée par les larmes. Elle aurait tellement aimé voir l'homme que tu es devenu. Ils continuèrent à parler, à partager des souvenirs, entamant le long processus de reconstruction de ce que l'incendie avait détruit. Imani s'est éclipsée pour leur laisser un peu d'intimité. 2 jours plus tard, Damon se tenait dans le minuscule appartement d'Imani, semblant complètement déplacé au milieu des meubles chinés et de la peinture écaillée. Ta mère sort de l'hôpital aujourd'hui, dit-il. Je sais. Je la récupère dans 1 heure. Où va-t-elle dormir? Ici? Imani jeta un coup d'œil à son studio exigu, à peine assez grand pour une personne, et encore moins pour 2. On trouvera une solution. Et si j'avais une meilleure idée? Damon, je suis propriétaire d'un immeuble en centre-ville, des appartements de luxe. Il y a 1 2 pièces au 5e étage avec vue sur le fleuve. Damon a sorti une clé. C'est à vous, aussi longtemps que vous le souhaitez. Pas de loyer. Je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas de la charité.
C'est ma façon de m'assurer que la femme que j'aime et sa mère est un endroit sûr et confortable pour se rétablir et guérir. Damon lui glissa la clé dans la main. S'il te plaît, laisse-moi faire. Imani regarda la clé, puis le visage de Damon. Si ouverte, si vulnérable, si pleine d'espoir. D'accord, murmura-t-elle. Merci. Damon prit ses 2 mains dans les siennes. C'est la moindre des choses, Imani. Quoi que tu désires, quoi que tu aies besoin, n'oublie jamais de me le dire. Imani se leva et l'embrassa, y mettant toute sa passion, gratitude, amour, espoir, joie. Lorsqu'ils se séparèrent, Damon arborait ce sourire rare et authentique qui illuminait son visage. Au fait, j'ai commencé une thérapie, dit-il. Hier, première séance. Comment c'était? Affreux, désagréable. J'ai détesté chaque seconde. Le sourire de Damon s'élargit. J'y retourne la semaine prochaine. Je suis fière de toi. Ma thérapeute souhaite te rencontrer prochainement. Elle dit que tu as joué un rôle important dans mes progrès. Et toi, comment vas-tu? Apparemment, avoir quelqu'un qui te donne envie de guérir est une puissante source de motivation. Damon la serra de nouveau contre lui. Tu me donnes envie de guérir, Imani. Tu me donnes envie d'être meilleur. Pas parfait. Juste meilleur. Bien. Parce que je ne veux pas la perfection. Je veux l'authenticité. Ils se tenaient dans le petit appartement d'Imani, enlacés, et pour la première fois de leur vie, ils eurent tous deux le sentiment d'avoir enfin trouvé leur foyer. 1 an après qu'Imani se soit endormie dans le bureau de Damon, ils retournèrent ensemble dans l'immeuble Castellano. La suite de direction au 68e étage était restée exactement la même. Parfait, impeccable, maîtrisé. Sauf que maintenant, une photo trônait sur le bureau de Damon. Lui et Imani, riant de quelque chose hors champ, ses bras autour de sa taille, sa tête renversée en arrière de joie. Authentique, imparfait, magnifique. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies gardé ce fauteuil, dit Imani en regardant le fauteuil de direction en cuir italien où tout a commencé. Tu plaisantes? Ce fauteuil est important. C'est là que je t'ai trouvé. Là où tout a basculé. Là où tu m'as réveillé avec une règle et menacé de me faire arrêter. Détail. Damon sourit et la fit asseoir à côté de lui. Fais un vœu. Un vœu? Il y a 1 an, vous vous êtes endormi dans ce fauteuil, désespéré et épuisé. Aujourd'hui, vous êtes ici de votre plein gré, heureux et en pleine forme. Voilà une bonne raison de faire un vœu. Imani ferma les yeux et repensa à tout ce qui s'était passé durant l'année écoulée. La guérison de sa mère, la dette effacée, la thérapie de Damon, le retour de Catherine, la relation tumultueuse, complexe et pourtant si belle qu'ils avaient construite. Elle rouvrit les yeux et fixa l'homme qui l'avait piégée avant de la libérer. « Je souhaite plus de cela », a simplement déclaré Imani. Plus de croissance. Plus de guérison. Plus d'amour. Plus de moments à construire notre vie ensemble. C'est un beau souhait, murmura Damon en l'embrassant tendrement. Je t'aiderai à réaliser ton rêve. Et il l'a fait. L'amour n'est ni perfection ni contrôle. Il s'agit de choisir de grandir ensemble, même dans les moments difficiles et chaotiques. Il s'agit de trouver quelqu'un qui vous donne envie de guérir, non pas parce qu'il vous répare, mais parce qu'il vous fait croire que vous méritez d'être guéri. Et parfois, très rarement, le pire jour de votre vie vous conduit directement à la plus belle chose qui vous soit jamais arrivée. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel est votre moment préféré de cette série. Et abonnez-vous, car d'autres histoires incroyables arrivent bientôt. Elles vous feront rire, pleurer et croire au pouvoir guérisseur de l'amour, même des blessures les plus profondes. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle